L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Chapitre qui s'intitule Le cas de l'assassinat Carew. Près d'un an plus tard, au mois d'octobre 1800, Londres fut saisie par un crime d'une singulière férocité et rendu d'autant plus remarquable par la haute position de la victime. Les détails étaient peu nombreux et saisissants. Une servante, habitant seule une maison non loin du fleuve, était montée se coucher vers 11 heures. Quoiqu'un brouillard roulât sur la cité aux petites heures, la première partie de la nuit fut sans nuages, et l'allée que dominait la fenêtre de la bonne était brillamment éclairée par la pleine lune. Il semble qu'elle était donnée au romantisme, car elle s'assit sur sa caisse, qui se trouvait immédiatement sous la fenêtre, et tomba dans un rêve songeur. Jamais, disait-elle, avec des ruisseaux de larmes lorsqu'elle narrait cette expérience, jamais elle ne s'était sentie plus en paix avec tous les hommes, ou n'avait pensé avec plus de bienveillance au monde. Et comme elle était assise ainsi, elle se rendit compte qu'un monsieur beau et âgé, à cheveux blancs, se rapprochait le long de l'allée, et qu'avançait à sa rencontre un autre et très petit monsieur, auquel d'abord elle fit moins attention. Lorsqu'ils furent arrivés à portée de parole, ce qui fut juste sous les yeux de la bonne, le plus vieux salua et accosta l'autre avec une très jolie manière de politesse. Il ne semblait pas que le sujet de son abord eût une grande importance. En vérité, par son indication, il paraissait quelquefois demander seulement son chemin. Mais la lune brillait sur son visage, comme il parlait, et la fille fut ravie de le regarder, tant il semblait respirer une bonté de disposition innocente, et de la vieille roche, cependant avec quelque chose d'élevé aussi, comme un contentement de soi bien fondé. Bientôt, son regard erra vers l'autre, et elle fut surprise de reconnaître en lui un certain monsieur Hyde, qui avait une fois visité son maître et pour qui elle avait conçu de l'aversion. Il avait à la main une lourde canne avec laquelle il jouait, mais il ne répondait jamais mot, et semblait écouter avec une impatience mal contenue. Et puis tout d'un coup, il éclata dans une grande flamme de colère, trépinant du pied, brandissant la canne et continuant, comme le décrivit la bonne, comme un fou. Le vieux monsieur fit un pas en arrière, de l'air de quelqu'un très surpris et un rien froissé. Et à cela, monsieur Hyde rompit toute borne et le terrassa à la massue. Et l'instant suivant, avec une furie simiesque, il foulait sa victime aux pieds. Il faisait grêler une tempête de coups sous laquelle on entendait les os se briser et le corps rebondissait sur la chaussée. Devant l'horreur de ces spectacles et de ces sons, la bonne perdit connaissance. Il était 2 heures lorsque revint à elle et appela la police. Le meurtrier était parti depuis longtemps, mais sa victime gisait là au milieu de l'allée, incroyablement mutilée. Le stick avec lequel l'action avait été commise, bien qu'il fût de quelque bois rare et très résistant et massif, s'était brisé par le milieu sous l'effort de cette cruauté insensée, et une moitié éclatée avait roulé dans le caniveau voisin. L'autre, sans doute, avait été emporté par l'assassin. Une bourse et une montre en or furent trouvées sur la victime, mais ni carte ni papier, excepté une enveloppe cachetée et timbrée qu'elle était probablement en train d'amener à la poste et qui offrait le nom et l'adresse de M. Henderson. Celle-ci fut apportée au juriste le lendemain matin, avant qu'il ne fût sorti du lit, et il ne l'eût pas plutôt vu. Il n'eût pas plutôt entendu raconter les circonstances qu'il tira une lèvre solennelle. « Je ne dirai rien avant d'avoir vu le corps, dit-il. Ceci peut être très sérieux. Ayez la bonté d'attendre pendant que je m'habille. » Et avec la même contenance grave, il dépêcha son déjeuner et se fit conduire au poste de police où on avait transporté le corps. Dès qu'il pénétra dans la cellule, il hocha la tête. « Oui, dit-il, je le reconnais. Je suis désolé de dire que ceci est Sir Danvers Carew. »« Bon Dieu, monsieur, s'exclama l'officier, est-ce possible ?» Et l'instant d'après, son œil allumé d'ambition professionnelle. « Ça va faire beaucoup de bruit, dit-il, et peut-être pouvez-vous nous aider à trouver l'homme ?» Et il narra brièvement ce qu'avait vu la bonne, et montra le stick brisé. M. Henderson avait déjà fléchi au nom de M. Hyde, mais quand le stick fut couché devant lui, il ne put douter plus longtemps. Tout brisé et bosselé qu'il était, il le reconnut, pour un qu'il avait offert lui-même des années plus tôt à Henry Jekyll. « Ce M. Hyde est-il une personne de petite stature ?» demanda-t-il. « Particulièrement petite, et d'une mine particulièrement méchante. Voilà comment l'appelle la bonne, dit l'officier.
Monsieur Henderson réfléchit et puis releva la tête. « Si vous voulez venir avec moi dans mon fiacre, dit-il, je pense pouvoir vous conduire chez lui. » On était à ce moment autour de 9 heures du matin et au premier brouillard de la saison. Un grand day couleur de chocolat s'abaissait sur le ciel, mais le vent chargé et déroutait continuellement ses vapeurs embataillées, si bien qu'alors que le fiacre rampait de rue en rue, M. Henderson découvrait un merveilleux nombre de degrés et de teintes de crépuscule. Car ici, il faisait nuit comme l'arrière-fin de la soirée, et là, c'était une lueur d'un brun riche, cuivré, comme la lumière de quelques étranges incendies, et ici, pour un moment, le brouillard se dissipait tout à fait, et un trait de jour d'effet étincelait entre les volutes tourbillonnantes. Le lugubre quartier de Soho fut sous ses aperçus changeantes, avec ses chemins boueux, ses passagers malpropres et ses réverbères, que l'on n'avait jamais éteints ou que l'on avait allumés derechef pour combattre cette funeste réinvasion des ténèbres, semblait, aux yeux du juriste, comme un district de quelque cité de cauchemar. Les pensées de son esprit, en outre, étaient de la plus sombre teinte, et quand il jetait un regard à son compagnon de conduite, il avait conscience d'une pointe de cette terreur de la loi et de ses officiers qui peut, parfois, assaillir les plus honnêtes. Comme le fiacre s'arrêtait à l'adresse indiquée, le brouillard se leva un peu, et lui montra une rue défraîchie, un palais du gin, une gargote française, une boutique pour le détail des livraisons à 2 sous et des salades à 4, de nombreux enfants déguenillés serrés dans les entrées des portes et de nombreuses femmes de nombreuses nationalités passant dehors, clé en main, pour prendre un verre matinal, et l'instant d'après le brouillard se réinstallait sur ce parage, brun comme de l'ombre, et le coupé de son environnement arzouille. C'était ceci le foyer du favori d'Henry Jekyll, d'un homme qui était l'héritier d'un quart de million de sterling. Une vieille femme à face d'ivoire et cheveux d'argent ouvrit la porte. Elle avait une figure mauvaise, lissée par hypocrisie, mais ses manières étaient excellentes. « Oui, dit-elle, on était chez M. Hyde, mais il n'était pas chez lui. Il était rentré ce soir-là très tard, mais était reparti au bout de moins d'1 heure. Il n'y avait rien d'étrange à cela, ses habitudes étaient très irrégulières, et il était souvent absent. Par exemple, hier, il y avait près de 2 mois qu'elle ne l'avait pas vu. Très bien alors, nous souhaiterions voir ses appartements, dit le juriste, et quand la femme commença à déclarer que c'était impossible, je ferais mieux de vous dire qui est cette personne, ajouta-t-il, c'est l'inspecteur Newcomen de Scotland Yard. Un éclair d'odieuse joie apparut sur le visage de la femme. « Ah » dit-elle. « Il a des ennuis ? Qu'a-t-il fait » M. Henderson et l'inspecteur échangèrent un regard. « Il ne semble pas une personne très populaire, » observa ce dernier. « Et maintenant, ma brave dame, permettez que moi et ce monsieur regardions un peu autour de nous. » Dans toute l'étendue de la maison, qui, hors la vieille femme, demeurait autrement vide, M. Hyde n'avait utilisé qu'une couple de pièces, mais celle-ci était meublée avec luxe et bon goût. Un placard était rempli de vin, la vaisselle était d'argent, le nappage élégant, un bon tableau pendait au mur, un don, comme le supposait Henderson, d'Henry Jekyll, qui était fort connaisseur, et les tapis étaient de nombreux plis et agréables en couleur. En ce moment, cependant, les pièces offraient toutes les marques d'avoir été récemment et hâtivement pillées. Des vêtements gisaient sur le plancher avec leurs poches retournées. Des tiroirs fermants se trouvaient ouverts et dans le foyer gisait un tas de cendres grises. Comme si de nombreux papiers avaient été brûlés, de ces braises, l'inspecteur déterra le talon d'un carnet de chèques verts qui avait résisté à l'action du feu. L'autre moitié du stick fut trouvée derrière la porte, et comme ceci rivait ses soupçons, l'officier se déclara enchanté. Une visite à la banque où plusieurs milliers de livres furent trouvés être couchés au crédit de l'assassin compléta sa satisfaction. « Vous pouvez y compter, monsieur, dit-il à M. Henderson. Je l'ai à ma main. Il doit avoir perdu la tête, ou il n'aurait jamais laissé le stick ni, surtout brûlé le chéquier. Quoi, l'argent, c'est la vie pour cet homme. Nous n'avons rien à faire qu'à l'attendre à la banque et sortir les avis. » Ceci, cependant, ne fut pas d'un accomplissement si facile, car M. Hyde avait compté peu de familiers,
Même le maître de la servante ne l'avait vu que 2 fois. On ne put nulle part remonter à sa famille, il n'avait jamais été photographié, et le peu qui pouvait le décrire différait largement. Comme les observateurs ordinaires le font, sur un point seulement, ils étaient d'accord, et c'était l'obsédant sentiment d'inexprimable difformité avec lequel le fugitif impressionnait ses contemplateurs. Fin du chapitre.